Bonjour à tous. Au dernier trimestre 2014, la Cour de cassation a rendu 4 décisions intéressantes sur la rupture conventionnelle homologuée. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, Stanislas de Fournoux, journaliste aux éditions Francis Lefebvre, nous en dit plus. Stanislas, bonjour. Bonjour Isa. Alors, la Cour a notamment consacré la rupture conventionnelle homologuée comme mode unique de rupture d'un commun accord du contrat de travail. Stanislas, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors, la Cour de cassation a enterré la rupture amiable. Elle considère désormais que la rupture conventionnelle homologuée est le seul mode de rupture d'un contrat de travail par accord des parties, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. Il s'agit notamment de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage et des plans de départ volontaires dans le cadre soit d'un plan de sauvegarde de l'emploi, soit d'un accord GPEC. Et en cas de CDD? La rupture conventionnelle ne concerne que le CDI. Donc, dans le cadre d'un CDD, l'employeur et le salarié qui sont d'accord pour mettre fin au contrat peuvent signer une rupture amiable. Mais alors, dites-moi, que deviennent en fait les ruptures de contrat amiables qui ont été conclues depuis le 27 juin 2008, qui est la date d'entrée en vigueur de la rupture conventionnelle? En cas de litige, elles seront automatiquement requalifiées en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui peut être lourd de conséquences pour l'employeur d'un point de vue financier. Et est-ce qu'on peut conclure une rupture conventionnelle dans tous les cas? Bon, compte tenu des garanties qui entourent la procédure, notamment pour le salarié, la position de la Cour de cassation est assez souple. Elle vient même d'admettre la possibilité de signer une rupture conventionnelle avec un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour accident du travail. Dans ce cas, la protection accordée contre le licenciement dans ce cadre-là n'empêche pas les parties de signer une rupture conventionnelle. En réalité, les deux seuls obstacles qui peuvent invalider une rupture conventionnelle sont la fraude ou le vice du consentement. Vous avez un exemple? En matière de fraude, non, la Cour de cassation ne s'étant pas explicitement prononcée sur un cas. En revanche, elle vient récemment de juger que le consentement d'un salarié avait été vicié en raison des informations erronées transmises par l'employeur. Je m'explique, l'employeur avait proposé au salarié une rupture conventionnelle en lui disant que le montant de ses allocations de chômage serait calculé sur la base d'un salaire de 4 900 € mensuels. Or, au final, Pôle emploi a retenu un salaire inférieur pour calculer ses allocations. Les juges ont considéré que cet élément avait été déterminant dans la prise de décision du salarié et ils en ont déduit que son consentement avait été vicié. Mais alors, le salarié doit-il toujours demander la nullité de la rupture conventionnelle pour obtenir gain de cause et donc prouver finalement que son consentement a été vicié? Non, pas nécessairement. S'il perçoit une indemnité inférieure à celle qui lui est normalement due, il peut demander au juge uniquement le complément d'indemnité. Pour terminer, quelles sont les solutions qui sont attendues pour 2015? La Cour devrait se prononcer sur la possibilité de signer une rupture conventionnelle avec une salariée protégée en raison de sa grossesse ou de sa maternité. On peut penser qu'elle appliquera le même principe qu'en cas d'accident du travail. Et une autre solution qui est attendue dans les prochaines semaines concerne l'articulation entre la procédure de licenciement et la procédure de rupture conventionnelle homologuée. C'est-à-dire? Alors l'affaire est la suivante. L'employeur engage une procédure de licenciement disciplinaire contre un salarié, puis finalement lui propose une rupture conventionnelle. Ce dernier l'accepte et la signe, mais se rétracte dans les délais de 15 jours. La question que vont devoir trancher les juges de la Cour de cassation est celle-ci. L'employeur peut-il reprendre la procédure de licenciement ou bien a-t-il épuisé son pouvoir disciplinaire? Et là, je ne me risquerai à aucun pronostic. Stanislas, merci pour toutes ces informations. Merci Isor. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt.